quotidienne, dans notre vie personnelle et dans la vie professionnelle. Alors Bertrand est quelqu'un que vous avez sûrement déjà entendu dans le cycle que nous avons animé, puisque Bertrand est un grand ami, et son livre nous a beaucoup plu, et on avait envie de démarrer l'année par ce thème fort qui est « Deviens qui tu es ». Alors, on va laisser quelques personnes arriver. Venez, c'est bon. On va démarrer par un tout petit brainstorming pour permettre aux gens qui arrivent de réfléchir quelques minutes sur ce thème « Deviens qui tu es ». Alors, juste pour vérifier, qui sont les personnes qui viennent de l'entreprise, par exemple? Levez la main. Entreprise, oui. Qui sont ceux qui ont lu le livre de Bertrand, « Deviens qui tu es ». Posez. Peu de gens. Bon, nous sommes tous les deux. Alors, on va vous inviter à faire remarquable. Mais non, mais... Voilà, non mais c'est un témoignage, c'est juste l'occasion pour voir, parce que Bertrand, c'est intéressant aussi de savoir qui a lu le livre, qui ne l'a pas lu, parce qu'on va vous parler de certains éléments du livre. Voilà, donc on va faire cette conférence. Bertrand va nous parler dans quelques minutes. On va d'abord, en attendant que les gens arrivent, réfléchir à cette interpellation « Deviens qui tu es ». Qu'est-ce que pour vous, Bertrand, tu veux oui, peut-être... c'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, là, au lieu de faire directement une conférence, puisque normalement c'est censé toucher les personnes qui s'intéressent à l'entreprise, ce serait pas mal de diviser le groupe que vous êtes en 4 groupes ou 5 groupes, et que pendant 20 à 25 minutes, vous réfléchissiez entre vous, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un vous dit, explique-moi, deviens qui tu es, ça veut dire quoi? Ça me permet simplement, ensuite, de répondre à vos questions et de vous montrer une chose que je vais tenter de vous montrer ce soir pour essayer de répondre. Moi, j'ai ma petite idée sur deviens qui tu es, mais je pense que vous avez la vôtre et peut-être que je peux enrichir votre idée par la mienne. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Est-ce que ça vous dit? Si ça vous dit rien du tout, c'est pas un problème. Notre ami Joël disait que souvent, quand je fais des conférences, après, on ne sait pas très bien quelle question poser. Donc, ça plombe un peu les questions. Voilà. Est-ce que certains ont déjà des questionnements par rapport à ce thème? Ça va venir dans quelques minutes, comme ça. Voilà. Ça vous dit? Hein? C'est assez très simple, convivial. vous retournez juste par 4, comme ça, Voilà, vous voyez, vous faites... et vous parlez de votre expérience, deviens qui tu es, de ce que ça évoque sur vous, personnellement, et puis peut-être pratiquement. Alors, personnellement, dans la vie privée ou dans nos vies d'entreprise. Parce qu'il y a des tas de thèmes quand même. Ça ne va pas être un résumé du bouquin ce soir, ça va être juste effectivement des réponses à des préoccupations perso récentes, et éventuellement l'envie de lire le livre, parce qu'on y trouve quand même pas mal de choses. Il y a des thèmes qui font un peu écho à ce qui se passe en ce moment. Moi je le lisais, puis en même temps il y a les infos qui tombent avec... alors on lit un chapitre sur le héros, ou bien sur la cohérence entre l'être et le faire, et puis on a les nouvelles de nos politiciens véreux, on a un chapitre sur les limites, et puis on a un grand magazine qui fait sa une sur jamais déconnecté, parce que ça c'est quand même le bonheur absolu de l'humanité. On a, et ça pourra surprendre certains d'entre vous, dans chaque thème, il y a un petit chapitre introductif très ancré dans le présent et dans la vraie vie, dans le sens de la vie séculaire. Le chapitre sur l'amour, par exemple, et je pense que ça va rendre perplexe certains d'entre vous, il a pour titre le chapitre introductif du thème de l'amour. Ça commence par une digression poétique et historique sur le Crazy Horse. Vous voyez? Donc c'est aussi ça, Bertrand Vergely. Le chemin où il va nous emmener. Pour l'anecdote, ils avaient, les gens d'Albin Michel avaient appelé le manuscrit Crazy Horse. Ils avaient beaucoup, je pourrais très bien vous expliquer,
pourquoi j'ai pris les Crazy Horse pour faire comprendre cela. Enfin, je vous expliquerai si vous voulez. Tout ça pour illustrer que c'est très sérieux, très érudit, mais très ancré dans le réel. On devrait commencer par l'ancrage dans le réel. La seule chose, c'est on va se donner, oui, un quart d'heure, 20 minutes. Ce qui serait bien, c'est un quart d'heure. Ce qui serait bien, donc ça veut dire 3-4 minutes par personne. Ce qui serait bien, essayez de capter les 2-3 choses qui émergent de façon à ce qu'une personne par groupe puisse partager envers Bertrand et envers nous tous les questions principales. Comme ça donnera une moisson d'étincelles de départ. Et puis Bertrand, fera son affaire de cette moisson-là. Voilà. Ça vous va? Si vous en êtes d'accord, on va écouter, partager le fruit de vos réflexions. Est-ce que quelqu'un du premier groupe veut résumer ce qui a été dit, ou à gauche ou à droite, est-ce qu'il veut prendre la parole? Oui. Alors nous avons un certain nombre de questions qui ont été soulevées par l'équipe. Alors les voici. Dans le monde contraint et complexe de nos vies, comment arriver à faire avec et trouver un degré suffisant pour une liberté intérieure? Ça vous aide si on capte les questions, Bertrand, ou Non, parce que je vais les synthétiser. Super. Ensuite, pour devenir, faut-il d'abord se connaître soi-même, comprendre sa mission de vie, son destin? Oui. Cela nécessite-t-il un lâcher-prise, de chercher à trop conduire sa vie, à contrôler et de ne plus avoir peur? On l'a dit celle-là. Est-ce possible de devenir ce qu'on est dans le cadre professionnel, alors qu'il y a trop de contraintes? Deviens qui tu es. N'est-ce pas un impératif ou une injonction qui nous contraint par elle-même? N'est-ce pas propre à notre monde occidental? Bien entendu, il n'y a peut-être pas une individuation derrière. Chacun a des dons. N'est-ce pas le but d'en avoir conscience et de les épanouir? C'est bon? J'étais le porte-parole de cette équipe. Ça y est? C'est bon. Bon, c'était riche. Hein, il y a beaucoup de choses. Deuxième groupe. Je peux résumer. Oui. Alors, la première question qui nous est venue à l'esprit, c'est deviens qui tu es, qui suis-je? Qui suis-je? D'abord, la résultante d'une recherche de soi-même, d'un ensemble d'expériences, certainement. Après, un être humain est complexe, corps, âme et esprit, relations sociales, relations aux autres, spiritualité, de quelque nature qu'elle soit, le contact, la relation, travail, maison, etc. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout pour résumer. On a tourné autour de ces sujets-là, j'ai rien oublié. Cheminement, c'est ce que je disais au début. La complexité de l'être humain, la relation aux autres. L'aspect psychologique des choses, on a été marqué par des règles de vie, l'aspect éthique des choses. Souvent, ce que nous sommes est la résultante d'une éthique de vie, qu'elle soit épicurienne, chrétienne, peu importe, mais on a quand même des règles, et communément appelées éthiques. Et on y est volontairement ou pas, on les suit. Donc voilà, une réflexion autour de tous ces sujets. Et pour arriver à la conclusion finale, c'est devons-nous être nous-mêmes partout? Partout, travail, maison, famille, amitié, partout où nous sommes, devons être nous-mêmes partout. Voilà. Voilà, là je crois que j'ai tout dit. D'accord, merci beaucoup. Autre groupe? Tu compléteras. Alors, en question à ajouter, parce qu'il y en a qui ont déjà été dites, hein. La question de l'inné et de l'acquis, la question de la cohérence avec ses valeurs. Il y a aussi opposer cette question à deviens ce que tu as, deviens ce que tu fais. Et si c'était sois qui tu deviens, car c'est un cheminement permanent d'être. On a
évoqué le mouvement, voilà. le mouvement de la danse Oui. par rapport au soi, avec à la fois nos qualités, mais aussi nos défauts, c'est-à-dire la part d'ombre, la part refoulée, et la manière dont on pouvait l'intégrer dans notre devient, au sens pour trouver justement plus de cohérence et peut-être plus d'épanouissement. Voilà. L'acceptation. Merci. Oui. Il y a deux questions finalement qui ont dominé le partage dans le groupe. La première question, c'est si cette injonction était remplacée par un questionnement, quelle serait la question? Il y a plusieurs hypothèses évoquées dans le groupe, mais comme ça on le laisse ouvert. Et puis l'autre question, c'est comment devenir et rester authentique à son être le plus profond. Il y a une très belle expression concrète de l'un des membres du groupe qui dit on ne sait plus ce qu'on a à la cave, donc c'est comme si on remettait au jour et en usage ce matériau riche qu'on avait oublié. Voilà, donc comment concilier devenir, qui est un mouvement, et rester quelque part qui fait référence plutôt à quelque chose d'existant. Voilà. Puis il y a une troisième chose qui n'est pas une question, mais qui est comment oser le faire sans crainte de l'échec, du regard des autres, etc. L'audace. J'espère avoir été fidèle. Oui. Je me souviens d'un dessin de santé, on voyait une manifestation avec un petit monsieur qui avait une pancarte où il y avait marqué « Osons ». Merci. Il y avait encore un groupe, non? On est à peu près 4 là. Oui, encore un. Non? Non. Oui. Tout le monde a. Ça a beaucoup résumé et tout ce que nous avons retrouvé, n'est-ce pas? À moins que c'est redondant. Ouais. Pas vous frustrer. Bien. Alors, moi, ce qui me frappe quand j'écoute ce que vous avez à... vous êtes, à mon avis, entre deux extrêmes. Le premier, ça, comment dire, la difficulté de formuler clairement des questions et en même temps, par ailleurs, un savoir déjà constitué sur la chose. Et vous voyez, donc c'est ça qui me frappe. Hein. C'est normal, c'est très difficile comme question. Et au fond, voilà. Nous sommes dans un monde qui est fasciné par le fait de vouloir être soi-même. C'est véritablement l'aspiration majeure du monde dans lequel on est. Et en même temps, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. On n'y arrive pas. Tout le monde veut être soi-même et peu d'entre nous y arrivent tout en devinant un certain nombre de choses importantes. Alors, je m'aperçois que il y a une idée de destin. Trouver sa mission dans le monde, ça c'était le premier groupe. Ensuite, il y avait l'idée corps, âme, esprit. Deuxième idée. Après, il y avait la question de l'inné. Et puis, chez tout le monde, on s'est posé la question de l'injonction. Alors, ce que j'aimerais vous proposer ce soir, c'est la chose suivante. Devenir soi-même, ça n'est pas un problème psychologique. C'est un problème métaphysique. C'est une relation à l'être. Et si nous avons du mal à être nous-mêmes, c'est que
on cherche à faire du métaphysique avec du psychologique ou du social. On ne devient pas soi-même avec un moi. On ne devient pas soi-même avec des relations à l'autre. On devient soi-même avec de la pensée. Je dirais que être soi-même, c'est découvrir le penseur qu'il y a en nous, et non pas le moi qu'il y a en nous par rapport à l'autre. Si je veux penser le moi sur un plan psychologique et social, je m'aperçois qu'il est impossible d'être soi-même. Il est impossible d'être soi-même pour deux raisons. Être soi-même, c'est pas se mettre en face de soi-même et se regarder comme objet. Car dès lors que je fais de moi-même un objet, je ne suis plus un sujet et je ne suis plus moi-même. Donc la pire des manières pour être soi-même, c'est de se regarder. De la même manière que la pire des moyens, la pire des façons d'être soi-même, c'est de partir de ses relations avec les autres. Dans la mesure où les relations avec les autres sont complexes et mouvantes. Et je ne peux jamais fixer à l'avance une attitude. En fait, beaucoup de gens aimeraient pouvoir fixer ce qu'ils sont et dire « ça c'est moi ». Bien, nous apercevons que cette attitude artificielle est totalement contraire au fait d'être soi-même. D'un point de vue psychologique et d'un point de vue sociologique, la meilleure manière d'être soi-même, c'est de ne pas l'être. C'est-à-dire de se désintéresser totalement de cette question, de refuser de fixer quoi que ce soit pour se vivre et se découvrir. La preuve, à quoi sert la psychologie et la sociologie? La psychologie et la sociologie ont comme intérêt de nous délivrer des conduites psychologiques réifiantes ou des conduites sociologiques réifiantes. La psychologie et la sociologie ont comme intérêt de démystifier les personnages que nous nous sommes construits et qui nous empêchent de nous vivre. La psychologie et la sociologie ont comme intérêt de nous poser la question « Mais pourquoi veux-tu absolument être toi-même et pourquoi penses-tu que tel personnage, c'est toi-même » La psychologie et la sociologie ont comme intérêt de nous débarrasser l'esprit des fausses images de nous-mêmes en étant incapables de nous en donner une et surtout en refusant de nous en donner une. Nous avons tous souri lorsque nous avons eu un ami ou une amie ou quelqu'un de notre entourage qui, regardant ou se regardant, dit « ça c'est vraiment moi ». Mais il y a quelque chose qui est un petit peu grotesque. Est-ce que ça veut dire que la quête de soi est inutile? Non. Parce que si le moi, avec ses images, est un obstacle, le soi est quelque chose d'essentiel. En Inde, on considère que la chose la plus importante au monde, c'est de découvrir qui l'on est. Kierkegaard a voulu qu'on écrive sur sa tombe « Ici repose quelqu'un qui a tenté d'être un individu ».
notre civilisation est bâtie autour de la formule delphique « Connais-toi toi-même, gnotis seauton, et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux. » Pourquoi la connaissance de soi est-elle au centre des préoccupations de l'Inde? Pourquoi Kierkegaard a-t-il dit « Ici repose quelqu'un qui a essayé d'être un individu ». C'est tout simplement parce que la question du moi, la question de la connaissance, la question de la vérité, la question de la réalité, c'est la même question. Nous ne vivons pas dans la réalité, nous vivons dans l'irréalité. Et il existe un dramatique manque de conscience à l'intérieur de notre monde. Ma mère disait tout le temps, est-ce que les gens se rendent compte? Est-ce qu'il leur arrive de se rendre compte de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de leur existence? Simone Veil, la philosophe, a écrit « Il est donné à très peu d'êtres d'avoir conscience que les choses et les êtres existent. » Un de mes amis psychanalystes disait « Beaucoup de mes patients n'ont aucune conscience de leur existence. Ils ne se rendent pas compte qu'ils existent. Ils ne se rendent pas compte que le monde existe. Ils ne se rendent pas compte que les autres existent. » Et donc, il faut savoir pourquoi on est dans l'irréalité. Pourquoi on n'a pas conscience de ce qu'on est. On n'a pas conscience de ce qu'on est parce qu'on ne pense pas. Qu'est-ce que ça veut dire penser? Penser, ça veut dire 4 choses. La première, c'est avoir des impressions, des images, des pensées. C'est le mental. Je suis bombardé par des impressions extérieures et j'ai des pensées. Nous disons à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses? Ça veut dire, quelle impression ça te fait? Et l'autre répond, je pense ceci ou cela. La caractéristique de l'impression, c'est que c'est une pensée qui ne pense pas et dans laquelle il n'y a aucune pensée, aucune réflexion. Il n'y a que des réactions à vif. Déjà, au 2e stade de la pensée, il y a plus d'élaboration. Quand on passe des pensées à la croyance, c'est-à-dire à une image du monde que je vais me forger en fonction de mes intérêts. Tout individu a des croyances. Toute société a des croyances. Tout individu, toute société a des obsessions, des mythes personnels, des images dans lesquelles ils se reconnaissent. Le 3e niveau de la pensée est déjà, lui, alors carrément beaucoup plus élaboré, puisque c'est la pensée des sciences, qui soumet les croyances à une réflexion méthodique dans laquelle on essaye d'avoir une pensée qui se tient à l'intérieur d'un système de pensée ou bien en relation avec la réalité. C'est-à-dire, je relie les choses à quelque chose, je relie ma pensée à des choses, je relie ma pensée à d'autres pensées. Mais ça ne nous dit pas la pensée. Les impressions, les croyances, les représentations rigoureuses formulées par la science, ce n'est pas de la pensée. La véritable pensée est ce qu'on peut appeler un état de conscience. La véritable pensée, je la découvre quand je me pose la question « Pourquoi je vis ? Pourquoi le monde existe-t-il ? Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde ?»
Il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Il n'y en a toujours eu qu'une et il n'y en aura qu'une. Sur la raison profonde de notre existence dans le monde comme de l'existence du monde. Je me permets toujours de dire à mes élèves en Hippocagne, je vais vous parler de l'absolu, je vais en parler 5 minutes pendant cette année, je ne vais plus du tout vous en parler, alors là vous allez écouter et vous allez entendre la parole absolue, qui est la plus belle réponse que l'on peut donner au pourquoi de l'existence et au sens de la vie, c'est la beauté. Ce qu'on peut dire de plus beau, c'est qu'il est beau que le monde existe. Ce qu'on peut dire de plus beau, c'est qu'il est beau que les personnes existent. Ce qu'on peut dire de plus beau, c'est qu'il y a quelque chose de glorieux dans le fait d'exister. Alain, lorsqu'il a eu en 1909 un de ses élèves qui s'est suicidé, avait commencé l'un de ses propos en disant, comme la fraise a goût de fraise, la vie a goût de bonheur, la vie est bonne parce qu'elle est bonne. Elle n'est pas bonne pour ceci ou pour cela, elle est bonne parce qu'elle est bonne. Ça s'appelle l'en-soi, ça s'appelle l'absolu, et nous apercevons qu'il n'y a pas plus belle réponse. Toute la théologie chrétienne est fondée sur la gloire de Dieu, et saint Irénée des Lions explique que le monde existe parce qu'il est glorieux que le monde existe, et ce qu'il y a de plus glorieux encore dans le monde, c'est le fait que l'homme existe. Vous avez cette phrase de saint Irénée qui dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». La preuve, si un petit enfant vient voir ses parents, bien, c'est magnifique. Quand l'enfant demande « Papa, maman, pourquoi vous m'avez fait, pourquoi je vis ?» que vous lui dites, et que vous lui avez dit certainement, je n'en doute pas, nous t'avons fait parce que ta mère et moi, on s'est aimés, parce qu'on est heureux que tu sois là, parce que c'est beau que tu existes. Vous voulez un contre-exemple? Dites à quelqu'un, il est regrettable que tu vives. Vous le cassez. C'est ce que dit le criminel. Mais c'est ce que disent les bourreaux, c'est ce que disent les tortionnaires, c'est ce que disaient les nazis, c'est ce que disaient les totalitaires, c'est ce que dit le terroriste aujourd'hui. Les nazis disaient, il est regrettable que les juifs existent, on va corriger cette erreur. Et les terroristes aujourd'hui disent, il est regrettable qu'il y ait ou Israël ou l'Amérique, et nous allons corriger cette erreur. Là, on est dans le meurtre. Donc, pensez